Tout a commencé un dimanche, un de ces jours de printemps chaud et sec à Phoenix, lorsque les Jacarandas peignaient les trottoirs de lavande. Amy balaya les pétales égarés du pare-brise de sa voiture avant d'entrer dans la maison de ses parents. C'était comme entrer dans un piège dont elle ignorait l'existence. Son père avait convoqué la réunion, juste un dîner de famille décontracté ce soir. Sois là à 17h, disait le message, rien d'inhabituel. Amy pensa que cela avait peut-être un rapport avec ses demandes d'inscription en 3e cycle, le nouvel emploi d'Aimé ou les préparatifs du mariage de Kate. Mais quand elle entra, il n'y avait pas de nourriture sur la table, pas d'odeur du ziti au four de sa mère ni de la vinaigrette César achetée en magasin, juste le silence, et 3 personnes déjà assises sur le canapé comme si elles attendaient. Son père ne la serra pas dans ses bras, il ne se leva même pas, « Tu es en retard. » dit-il. Le trafic sur la I-17, proposa TL, souriant encore à moitié, scrutant la pièce à la recherche d'un indice. Sa mère fixait ses mains jointes, Aimé était assis là, suffisant, comme s'il venait de réussir un examen qu'il n'avait pas révisé. Kate détourna le regard, mais il y avait quelque chose d'étudié dans l'inclinaison de sa mâchoire, comme si elle avait répété ce moment devant un miroir. « Amy, dit son père, nous devons parler. Assieds-toi. » C'est là qu'Amy sut que quelque chose n'allait pas. Elle s'assit, le dos raide, sur le fauteuil le plus proche de la fenêtre. La lumière derrière elle rendait leur visage encore plus difficile à lire. « Tu as pris de l'argent, dit Aimé, sautant toute introduction. Sur le compte de retraite de maman et papa. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il fit glisser un relevé imprimé sur la table basse, une section surlignée en orange, un retrait. « Je n'ai pas. » Commença TL, mais son père leva la main. Kate intervint, comme si elle ne pouvait plus attendre, et elle fréquente ce type marié, tu sais, celui qui travaille à l'hôpital Banet. Elle a aussi essayé de coucher avec mon fiancé. Il m'a tout dit. Amy ne pouvait plus respirer. Ses mains agrippèrent le tissu de son jean. Vous êtes sérieux, là, demanda-t-elle en les regardant tous. Vous pensez que je toucherai à ton fiancé? Ou que je volerai nos parents? Ne mens pas, Amy. Dit doucement sa mère, sans lever les yeux. Tu as changé. Nous ne reconnaissons plus qui tu es devenu. Personne ne m'a demandé, dit Amy, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Vous êtes juste assis là à lancer des accusations comme si c'était des faits. Assez, dit son père. Nous avons eu une longue discussion. Nous avons pris une décision. Puis vint la phrase qui fit s'effondrer le sol sous ses pieds. Nous te retirons de la fiducie familiale, et nous pensons qu'il est préférable que tu partes ce soir. Partir ce soir. Amy regarda la pièce, les murs avec leurs photos de famille, l'endroit où elle avait l'habitude de se blottir pour lire près de la cheminée. Ce n'était plus sa maison. C'était comme si elle était une étrangère qu'ils avaient hâte d'oublier. Tu as 1 heure, dit Aimé. 1 heure, murmura-t-elle. Nous avons déjà fait un sac, ajouta Kate. Il est dans le couloir. Amy se leva, ayant l'impression de flotter hors de son corps. Elle passa devant eux, devant sa mère qui ne la regardait pas, devant Aimé et Kate qui souriaient d'un air suffisant, comme si c'était une performance bien exécutée. En sortant, elle surprit son père près de la poubelle dans le garage. Il y jetait quelque chose, son vieil album de photos de famille. « Sérieusement » demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « J'ai pensé que tu n'en aurais pas besoin là où tu vas. » Elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Ses jambes la portèrent jusqu'à la voiture. Elle conduisit sans but, les doigts tremblants sur le volant. Elle finit dans un motel près de Van Buren Road. Un de ces endroits où les rideaux ne se ferment pas complètement et où le climatiseur bourdonne comme s'il essayait de s'échapper du mur. Elle s'assit longtemps sur le bord du lit. Pas de larmes. Juste le silence. Puis elle le sentit, au fond de son ventre. Une traction. Pas une douleur exactement, mais un poids qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Elle avait un retard de règles. Amy se leva, attrapa son sac à main et marcha 2 pâtés de maison jusqu'à une station-service. Elle acheta le test. De retour dans la chambre, sous la lumière jaune de la salle de bain, elle regarda les lignes apparaître. 2. Positif. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de regarder son reflet dans le miroir. « Tu n'es pas seule » dit-elle à voix haute. Et puis, presque sans réfléchir,
elle murmura à la petite vie en elle, tu étais la seule vérité qu'il ne pouvait pas effacer. La chambre de motel sentait l'eau de javel et la vieille moquette. Dehors, l'enseigne au néon, Vacancy, bourdonnait faiblement. Amy était assise à la petite table près de la fenêtre. La boîte du test de grossesse, toujours ouverte, était à côté d'elle. Le miroir était de l'autre côté de la pièce, mais elle n'avait pas besoin de regarder à nouveau. La vérité pulsait déjà en elle comme un second battement de cœur. Elle ouvrit la poche latérale de son sac de voyage et en sortit quelque chose qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Son journal intime. Couverture en cuir noir, s'effilochant sur les bords. Page cornée d'avoir été rangée si longtemps. Il avait survécu aux chambres d'étudiants, au voyage en voiture, à une inondation mineure. Et maintenant, cet exil. C'était drôle, elle ne leur avait jamais fait savoir qu'il existait. Elle ouvrit une page au hasard. Puis une autre. Son écriture était plus petite à l'époque, plus pleine d'espoir, moins sur la défensive. Elle parcourut quelques entrées sur des travaux de laboratoire, des services de barista, des SMS avec Nathan à l'époque où il flirtait encore en prétendant être « juste ami ». Puis elle vit la date qui la frappa comme un bleu. 12 mars, 3e année. Aimé lui avait demandé de lui expliquer la partie sur l'épissage des gènes pour leur projet de fin d'études. Il n'arrêtait pas d'hocher la tête comme s'il était vraiment intéressé. Il s'est avéré qu'il a simplement répété toute sa section lors de la présentation de l'équipe. Il n'a même pas changé la formulation. Le professeur a ensuite envoyé un email au groupe pour dire qu'Aimé avait fait preuve d'initiative et de leadership. Papa l'a imprimé et l'a encadré. Amy ferma brusquement le livre pendant une seconde. Ce souvenir la brûlait encore. Elle se souvenait de sa mère l'applaudissant dans le salon. « Ton frère prend enfin ses responsabilités », avait-elle dit. Amy était restée là, sans voix, pendant qu'ils se prélassaient dans leur fierté avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle rouvrit le journal, tourna d'autres pages. Kate y était aussi. Toujours impeccable. Toujours au centre de la scène. Mais ce n'était pas son propre projecteur qui la rendait cruelle. C'était la façon dont elle le gardait. Une autre entrée. Mamie lui avait laissé porter son vieux bracelet de perles ce jour-là. Kate l'a vu et a dit, ça devrait être à moi. Mamie te l'a seulement donné parce qu'elle se sentait mal que tu ne sois pas assez jolie pour le concours de beauté. Amy fit semblant de ne pas l'entendre, mais Kate s'assura que tout le monde l'entende. Elle ravala l'affront. Ce bracelet n'était même pas la moitié de l'histoire. Ce que Kate ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Mamie avait secrètement laissé à Amy sa bague de mariage. Une petite alliance en or avec un saphir au centre. Elle la gardait cachée à l'intérieur d'un livre évidé. C'était la seule chose qu'elle avait de quelqu'un qui la voyait. Mamie la voyait. Une semaine après la mort de Mamie, Kate se tenait dans le jardin lors d'un brunch familial et a dit qu'elle allait utiliser la bague de Mamie comme son « quelque chose de vieux » pour le mariage. Personne ne l'a corrigée. Amy est restée silencieuse. Elle n'était pas courageuse à l'époque. Pas encore. Et le mariage, mon Dieu, ils l'ont laissé venir. Lui ont donné une place au 4e rang, près des haut-parleurs. Quand ce fut le moment des discours, elle s'est approchée du micro. Et il s'est coupé. Kate a balayé l'incident d'un rire. Problème technique, a-t-elle dit, puis s'est tournée vers la foule et a commencé son propre toast. Le micro fonctionnait parfaitement pour elle. De retour dans la chambre de motel, Amy regarda autour d'elle comme si les murs pouvaient offrir un réconfort. Ils ne le firent pas. Elle jeta un coup d'œil au test à nouveau. Toujours positif. On aurait dit que la ligne s'était foncée pendant la nuit. Elle relut les instructions, se demandant si elle avait mal compris. Ce n'était pas le cas. La vérité lui serrait la poitrine. Pas seulement le bébé, mais la prise de conscience qu'elle n'avait jamais vraiment fait partie d'eux. Pas à leurs yeux. Elle était tolérée, pas chérie. Son téléphone vibra sur la table. Un numéro non enregistré. Elle faillit ne pas répondre. L'aperçu disait, « J'arrive à Tucson. Si c'est vrai, tu n'es pas seul. Nathan. » Elle ne lui avait même pas dit. Pas encore. Mais d'une manière ou d'une autre, il le savait. Ou peut-être l'avait-il toujours pressenti. Pour la première fois depuis qu'elle avait été chassée, quelque chose en elle cessa de trembler. C'était l'homme qui la regardait encore avec bienveillance.
Amy ne sut pas combien de temps elle resta là après avoir lu le message de Nathan. Juste à regarder l'écran comme s'il pouvait changer. La chambre de motel semblait trop petite pour le changement qui s'opérait dans sa poitrine. La fenêtre était légèrement ouverte, laissant entrer l'air sec de l'Arizona et le bourdonnement lointain de la circulation. Le silence autour d'elle était épais, mais elle n'était plus complètement seule. On frappa. Pas fort. Juste un rythme régulier, familier. Elle se figea, tenant toujours son téléphone. Puis elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Il avait le même air, mais aussi celui de quelqu'un qui avait traversé ses propres épreuves. Nathan se tenait là, en chemise grise. Manches retroussées juste assez pour montrer les légères marques de bronzage sur ses bras. Ses yeux croisèrent les siens doucement. Ne demandant pas d'explication. N'attendant rien. Simplement là. Ça va, demanda-t-il. Amy ne trouva pas les mots. Pas tout de suite. Alors elle recula et il entra. Ils ne se prirent pas dans les bras. Ils ne pleurèrent pas. Ce n'était pas ce genre de retrouvailles. Il s'assit sur la chaise près de la fenêtre, tandis qu'elle s'asseyait sur le bord du lit, comme quelqu'un visitant la maison d'un étranger. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était lourd, plein de tout ce qu'il n'avait pas dit. Au bout d'un moment, elle murmura « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ». Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à la petite table près du lit. Le test de grossesse était toujours là, à côté d'une bouteille d'eau vide. Il ne le pointa pas du doigt. Il ne posa pas de questions. Il dit simplement « Tu veux sortir d'ici un peu ?» Elle hocha la tête. Ils prirent son camion. Un vieux Ford qui vibrait juste assez pour qu'il soit facile de ne pas parler. Il se gara devant un petit restaurant. L'endroit avait des banquettes en vinyle craquelées et des fenêtres sales qui n'avaient pas été nettoyées depuis des années. Personne ne se souciait de qui vous étiez là-bas, tant que vous payiez en espèces et laissiez un pourboire à peu près décent. Ils s'assirent à une banquette près de la fenêtre. Nathan commanda du café pour eux deux. Noir. La serveuse n'apporta même pas de menu. Aucun d'eux n'était venu pour manger. Quand le café arriva, il la regarda et dit « Tu ne me dois rien. » « Je suis enceinte, dit-elle. Elle n'y alla pas par 4 chemins. Elle le dit simplement. Il ne scia pas. Il ne tressaillit pas. Il attrapa une serviette en papier, sortit un stylo de sa poche de veste, griffonna quelque chose et le fit glisser sur la table. Un seul mot, astérisque astérisque ensemble astérisque astérisque. Elle le fixa comme si c'était une langue qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Je ne veux pas fuir, dit-il. Ni de ça. Ni de toi. » Elle eut un petit rire qui n'était pas vraiment de l'humour. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. »« Peut-être pas, dit-il. Mais je sais de quoi je me suis éloigné. » Il lui parla alors de sa famille. De la vieille bourgeoisie du Nord-Est. Vignoble. Brevet en biotechnologie. Des attentes plus épaisses que le sang. Il voulait qu'il épouse la bonne fille. Investisse dans les bons projets. Dise les bonnes choses au bon gars-là. Il avait tout laissé tomber. « Tu ne le sais pas. » dit-il, mais j'ai vu la façon dont ton frère t'a interrompu lors de cet événement de présentation à l'université. J'ai vu le diaporama que tu as fait. Je savais de qui était le travail. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de café. Elle ne pensait pas que quelqu'un l'avait remarqué. Aimé avait traversé cette scène comme s'il avait tout construit. Son nom n'était même pas dans les notes de bas de page. Il s'est attribué le mérite parce qu'il savait qu'il le croirait plus que toi, dit Nathan. Amy regarda par la fenêtre. Un adolescent en sweat à capuche traversait le parking. Skateboard dans une main. Écouteurs autour du cou. Le monde tournait toujours. La vie continuait. Même après que tout se soit effondré. Kate avait l'habitude de dire aux gens que j'étais la bizarre, dit-elle, presque en souriant. Elle disait que j'étais la préférée de mamie parce que j'aimais plus les livres que les fêtes. Elle était jalouse de votre proximité avec elle, dit-il. Elle était jalouse que tu n'aies pas besoin de son approbation pour respirer. Il avait raison. Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Sans interruption. Sans comédie. Juste la vérité. Dite simplement entre 2 gorgées de mauvais café. Amy lui parla de la fiducie réécrite. Des accusations.
de l'heure qu'on lui avait donnée pour faire ses bagages et partir. Et de l'album photo qui avait fini à la poubelle. Elle lui parla du motel. De la nausée. Du miroir. De la bandelette de test qui confirmait quelque chose de terrifiant et de magnifique à la fois. Elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Elle avait pleuré tout ce qu'elle avait avant même d'appeler la réception pour des serviettes supplémentaires. Quand Amy et Nathan quittèrent le restaurant, le soleil avait déjà commencé à descendre lentement vers l'ouest. L'air s'était rafraîchi, mais le trottoir était encore chaud sous leurs pieds. Ils marchèrent au-delà du bord du parking où le pavé cédait la place à des broussailles sèches du désert. De grands cactus se dressaient comme des observateurs silencieux. Il ne précipita pas le silence. Il le laissa s'installer. Puis il prit sa main. « Je ne te demande pas de leur pardonner. » dit-il doucement. « Mais j'aimerais t'aider à construire quelque chose de mieux. » Elle ne répondit pas, mais ne retira pas non plus sa main. Ses yeux se posèrent sur son ventre. Puis se levèrent vers le ciel, grand ouvert et infini. Le lendemain matin, elle se redressa lentement sur le canapé lit. La lumière du soleil filtrait à travers les stores du petit appartement de Nathan. Ce n'était rien d'extraordinaire. Juste 2 pièces au mur nu et une cafetière qui faisait plus de bruit que de café. Mais c'était le premier endroit depuis des semaines où elle s'était réveillée sans peur. Pas de cris, pas de disputes, pas de mur qui se refermait. Elle balança ses jambes sur le bord du lit et s'assit tranquillement un instant, posant ses mains sur la courbe douce de son ventre. Encore petit, encore un secret pour le monde, mais pas pour elle. Sur le petit comptoir de la cuisine, il y avait un mot écrit de l'écriture désordonnée de Nathan, « Je suis allé chercher plus de café. Ne pars pas sans petit déjeuner. » Elle esquissa un petit sourire, puis alluma son téléphone. Il s'illumina de dizaines de notifications non lues d'applications qu'elle aurait dû supprimer des semaines auparavant. L'Instagram de sa sœur Kate montrait une autre fête, un autre faux sourire. Son frère s'était tagué chez leurs parents avec la légende. Les dimanches sont pour la famille. Elle n'avait même pas réalisé que c'était dimanche. Elle ouvrit ses contacts. Son pouce survola un nom une seconde de trop avant qu'elle n'appuie sur « Supprimer le contact ». Un message apparut « Êtes-vous sûr ?» Elle cliqua sur « Oui ». Un par un, elle les supprima tous. Aimé, maman, papa, même ceux simplement intitulés « Maison ». Elle ne voulait pas de rappel d'un endroit qu'il avait jeté comme de la nourriture avariée. Elle arrêta de consulter leurs réseaux sociaux, se déconnecta. Non pas pour se venger, mais pour se protéger. Elle ne les effaçait pas pour leur faire du mal. Elle les effaçait pour enfin se voir à nouveau. Cet après-midi-là, elle appela une clinique pour femmes en utilisant un nom différent, Elena Mason. Ce n'était pas le premier nom auquel elle avait pensé, mais il lui vint facilement. Elena sonnait comme quelqu'un que personne ne chercherait, quelqu'un qui n'avait jamais été effacé. Elle paya en espèces et s'assit tranquillement dans la salle d'attente entre une adolescente qui mâchonnait sa manche et une femme de l'âge de sa mère qui avait l'air de n'avoir pas mangé depuis des jours. L'infirmière ne posa pas trop de questions. Elle prit juste ses constantes, programma un rendez-vous de suivi et lui donna un guide imprimé sur la nutrition prénatale. L'infirmière sourit, pas un faux sourire, mais un sourire bienveillant. Pas d'assurance familiale, pas de contact d'urgence. Juste elle, un presse-papier et une promesse silencieuse qu'elle s'en sortirait. Elle ne portait pas seulement un enfant, elle portait un avenir, et cette fois, personne d'autre ne le contrôlerait. Plus tard cette semaine-là, elle passa de longues heures à la bibliothèque du centre-ville de Phoenix, non pas dans la nouvelle section avec des cafés et des peintures murales colorées, mais dans la vieille aile, où les ordinateurs étaient obsolètes et chaque bureau chancelait légèrement vers la gauche. Elle fit des recherches sur les subventions, les lois et les bases de la création d'entreprises. Elle ne savait pas tout, loin de là, mais elle savait ce qu'elle voulait. Créer une entreprise de biotechnologie basée sur une thèse qu'Aimé s'était autrefois attribuée. Cette fois, son nom serait sur chaque page. Nathan ne tournait jamais autour. Il n'essayait pas de régler les choses. Il s'assurait simplement qu'elle mange, lui apportait des stylos supplémentaires et s'asseyait parfois tranquillement dans un coin pour lire pendant qu'elle travaillait. Il ne parlait pas beaucoup de sa famille. Pas vraiment. Mais un soir, alors qu'il mangeait des plats à emporter avec du jazz doux jouant depuis son téléphone, il dit « Ils ont essayé de me construire à leur image. Je préfère aider quelqu'un à construire quelque chose de réel. » Cette nuit-là, ils firent une promesse tacite. Pas de retour en arrière,
pas d'appel, pas d'attente d'excuses. Parfois, elle pensait que c'était ça, le véritable amour, pas de grandes actions, mais savoir quand prendre du recul tout en restant proche. Elle déposa les statuts de la société sous le nom de Soline Bio. Le nom était simple. Il signifiait « sol », comme le soleil, et « line », comme la lignée. Seulement, maintenant, la lignée commencerait avec elle. 3 jours plus tard, son téléphone vibra. Un message vocal d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle appuya sur lecture, le souffle coupé, non par peur, mais par habitude. La voix de sa mère retentit, froide et tranchante. « Si tu es encore en vie quelque part, reste loin. Kate est enceinte maintenant. Nous n'avons pas besoin de ton drame. » C'était tout. Pas de bonjour. Pas d'au revoir. Elle ne pleura pas. Elle enregistra le message vocal et le stocka dans un dossier intitulé « Preuve ». Pas pour un usage légal, juste pour se le rappeler. Pour que, un jour, si elle doutait d'avoir fait le bon choix en partant, elle puisse l'écouter et se souvenir exactement de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Ce soir-là, elle signa les derniers papiers en ligne pour Soline Bio. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de renaissance. L'encre sur les papiers d'enregistrement était à peine sèche qu'elle se retrouva assise sous des lumières vives, entourée d'étrangers avec des ordinateurs portables et des badges d'investisseurs. L'espace de coworking était moderne. Sol en béton poli, mur en bois de récupération et une énergie de start-up débordante. Bruyant, caféiné, confiant. Elle n'avait pas l'impression d'y avoir sa place. Pas encore. Mais elle s'est quand même présentée. Elle avait emprunté une robe bleu marine qui convenait encore à son ventre grossissant et avait attaché ses cheveux en un chignon bas. Elle espérait que sa détermination tranquille parlerait plus fort que sa silhouette. Son discours de présentation se déroula sans accroc, clair et précis. Elle s'était entraînée devant des miroirs, pendant son sommeil, même dans les toilettes entre 2 vagues de nausées. Chaque ligne de son plan de produit avait été écrite et réécrite. Ces chiffres n'étaient pas seulement bons. Ils étaient parfaits. Mais une phrase a tout fait basculer. Un homme plus âgé, aux cheveux gris gominés et au blazer chic, badge de « conseiller » soigneusement accroché à son col, pencha la tête quand elle eut fini de parler. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « CV impressionnant, dit-il. Mais nous avons déjà une autre dose de fondatrices célibataires enceintes qui essaient de prouver quelque chose. » La salle ne rit pas. Ce n'était pas nécessaire. Personne ne la défendit non plus. Elle hocha la tête une fois, trop sèchement, et sortit. Dehors, le soleil de l'Arizona s'était adouci en un or, mais ses poumons la brûlaient de l'intérieur. Elle ne se laissa pas pleurer. Pas encore. Elle pressa sa main juste sous ses côtes, là où un second battement de cœur vivait, et se dit « Continue de marcher ». Elle parvint jusqu'à l'arrêt de bus avant que la nausée ne l'emporte. Penchée près d'une poubelle, elle vomit jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. Derrière elle, une femme en chemisier rigide et au parfum fort claqua de la langue et dit à voix basse, « Les filles comme ça ne devraient pas avoir de bébé. » Elle ne le lui dit pas directement. Ce n'était pas la peine. Amy trouva le café le plus proche, se glissa dans les toilettes et verrouilla la cabine. La fraîcheur du réservoir d'eau des toilettes était la seule chose solide contre laquelle elle pouvait s'appuyer. Elle ne sanglota pas. C'était pire que ça, des larmes silencieuses. Si immobile qu'elle les remarqua à peine jusqu'à ce qu'elle goûte le sel. Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait dans son portefeuille. Derrière une carte qu'elle n'utilisait jamais, il y avait une photo qu'elle gardait sans raison particulière. C'était une photo d'elle et de Mamie Junior au mariage de Kate. Elles riaient toutes les deux, surprises en plein sourire. Elle portait une robe sarcelle ce jour-là. Mamie portait du lavande. Amy regarda de plus près. Elle regardait toujours le visage de sa grand-mère, mais cette fois, elle vit sa propre main dans celle de Mamie. Un moment qu'elle avait oublié. Sur la photo, Mamie lui glissait quelque chose dans la main. Une bague. Pas n'importe quelle bague. Astérisque ça astérisque bague. Celle que Mamie portait quand elle a épousé grand-père. Celle qu'elle avait dit serait à Amy un jour. Parce que tu vois les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils veulent de toi, lui avait dit Mamie un jour. Mais à la lecture du testament, c'est Kate qui s'est présentée en la portant, l'air fier. Mamie a dit qu'elle appartenait à la première fille qui se marierait,
avait annoncé Kate. Personne ne l'a remise en question. Personne n'a regardé Amy. Amy n'avait jamais rien dit. Elle a laissé le mensonge vivre parce qu'à l'époque, elle pensait encore que maintenir la paix signifiait maintenir la famille. Elle plia la photo et la remit dans son portefeuille comme si c'était une armure. Quand elle sortit, le ciel était orange mauve. Les lampadaires s'allumèrent un par un. Elle marcha sans destination, laissant la ville la porter en avant. Au moment où elle atteignit la partie plus calme du centre-ville, elle trouva un banc près d'une fontaine sèche. Elle s'assit, ouvrit son carnet et commença à écrire. Pas à ses parents, pas à Amy ou Kate. Elle écrivit aux personnes qu'elle n'avait pas encore rencontrées, celles qui pourraient soutenir Soline Bio. Elle leur parla de la science, oui, mais elle écrivit aussi sur le genre de fondatrice qu'elle devenait. Vous ne trouverez personne de plus déterminé, écrivit-elle, qu'une femme qui a tout construit après s'être entendue dire qu'elle n'était rien. Elle ne signa pas avec panache. Juste son nom, Amy Anderson. Cette nuit-là, elle rentra chez elle avec les pieds enflés et une crampe dans le bas du dos. Mais elle ne se sentait plus petite. Elle se sentait illuminée. Pas comme un feu, mais comme une petite braise qui rougeoie à nouveau dans le noir après qu'on la croyait éteinte. Le lendemain matin, elle se réveilla avant le soleil. Quelque chose en elle avait changé. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les films avec de la musique et de grands moments. C'était un changement silencieux, un durcissement, le genre qui ne font pas quand quelqu'un dit « désolé », trop tard ou dit « mais nous sommes une famille ». Elle s'assit à la table d'angle de l'espace de travail partagé. Son ordinateur portable était ouvert, le thé refroidissait à côté d'elle. Elle ajusta à nouveau la police de sa présentation, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle voulait que chaque diapositive soit intentionnelle. Chaque diapositive racontait deux histoires, la science et la survivante. Quand elle ajouta la dernière ligne, fondée par Amy Anderson, doctorat en cours, elle n'hésita pas à cliquer sur enregistrer. Parce qu'être effacé ne signifie pas que vous disparaissez. Elle l'avait tapé et c'était resté. Ce soir-là, la vitrine virtuelle des startups commença. 100 fondateurs pleins d'espoir apparurent dans de petites boîtes sur un écran. Des dizaines de juges étaient en sourdine, observant. Nathan était assis juste hors du champ de sa caméra. Il n'offrit pas d'aide, il resta simplement avec elle, en silence. Elle attendit son tour. Quand son visage remplit l'écran et qu'elle commença sa présentation, elle ne commença pas par sa douleur. Elle commença par les données. Claire, intelligente, avant-gardiste. Puis elle partagea son « pourquoi ». J'ai construit cela, dit-elle, non pas en dépit de ce que j'ai perdu, mais à cause de cela. Diapositive par diapositive, elle montra sa vision d'un produit biotechnologique qui pourrait aider discrètement les femmes. Détection hormonale précoce à bas coût pour les cliniques qui ne reçoivent pas assez de soutien. Le chat commença à s'animer. Réaction. Question. Puis un juge se pencha en avant. Il avait l'air un peu plus âgé qu'elle. Costume élégant. Sourire plus vif. Attendez, dit-il. Anderson. Comme dans Kate Anderson de la fondation du Gala de Phoenix. Sa mâchoire ne se contracta pas. Elle ne sia pas, non, dit-elle calmement. Je n'ai pas de sœur. Le silence dura juste assez longtemps. Puis le chat explosa. Astérisque, waouh, elle vient de. Mince. Astérisque, le SMS de Nathan arriva une seconde plus tard. Astérisque, c'était un coup d'éclat. Astérisque, elle termina l'appel 5 minutes plus tard avec un hochement de tête poli et un merci. Plus tard dans la nuit, ils commandèrent un pad thaï bon marché et le mangèrent directement dans les cartons sur le balcon de leur appartement commun. Les lumières de la ville scintillaient comme elles le font toujours quand on est un peu fatigué et un peu fier. Puis Nathan bougea à côté d'elle. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il. Elle posa sa fourchette. « Ma mère, » dit-il. « Elle est amie avec quelqu'un de ta famille. Ta tante. Je crois qu'elles sont allées à l'école ensemble. Elles se parlent encore. » Sa bouche devint sèche. « Tante Gladys ?» Il hocha la tête. « C'est elle qui a parlé à ma mère du désordre avec toi, avant que je ne sache quoi que ce soit. Et tu n'as pas jugé bon de me le dire ? » demanda-t-elle. « Je ne voulais pas te perdre, » dit-il. C'était une réponse stupide. Peut-être honnête, mais stupide quand même. Elle ne cria pas.
Elle se leva simplement, prit une inspiration et dit. Pas de mensonge. Pas de lien avec les fantômes de mon passé. Si j'avance, c'est proprement. Il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête, sortit son téléphone et supprima tous les contacts liés à cette partie de son monde. Elle le regarda faire. Puis elle se rassit. Le lendemain après-midi, sa boîte de réception signala un nouveau message. Sujet, *** financement initial, Soline Bio *** ce n'était pas $1 million. C'était $25 000. Mais cela venait de quelqu'un qui avait regardé la présentation et écrit « Votre conviction est inoubliable. Je parierais sur ce genre de clarté. » Elle fixa l'email jusqu'à ce que les mots se brouillent. Non pas à cause des larmes, juste de l'incrédulité. Puis elle imprima le chèque, monta sur le toit de l'espace de coworking et laissa le vent sec de Phoenix lui gifler les joues pour la réveiller. En bas, sur le côté d'un bâtiment, un panneau d'affichage clignotait. Le visage de Kate souriait à côté d'un slogan sur l'autonomisation des femmes et le don en retour. C'était un mensonge. Juste une autre image que Kate portait mieux que la vérité. Elle plia le chèque en deux, le glissa dans la poche de son blazer et murmura « Vous ne pouvez pas effacer ce que j'ai construit juste parce que vous avez crié plus fort en premier. » Au moment où son entreprise eut un nom, elle n'avait plus besoin du leur. Phoenix Biotech n'était pas tapa accent grave-l'œil. Ce n'était pas le genre de nom dont les gens se vantaient lors d'un gala, mais c'était le sien. Chaque partie avait été construite sur un terrain qu'elle avait gratté de ses propres mains. Ce matin-là, elle ferma la fermeture éclair de son blazer sur son ventre grossissant et sortit pour le sommet matinal. Non pas en tant que fille de quelqu'un, non pas en tant que sœur de quelqu'un, mais en tant que fondatrice. La conférence régionale sur les innovations médicales se tenait dans un endroit chic, avec des sols en marbre et des triples lattes qui coûtaient plus cher qu'un déjeuner. Nathan se gara quelques rues plus bas, pour qu'elle puisse entrer seule. Il ne s'agissait pas de faire une scène. Il s'agissait de se réapproprier l'espace où son nom avait été autrefois effacé. Mais rien ne la préparait à ce qu'elle vit. Juste à l'extérieur de la salle de conférence principale se trouvait une bannière de 3 mètres de haut, imprimée sur de la soie et parfaitement éclairée, qui disait ***, les femmes à la tête de l'avenir de la santé, ***, sponsorisé par la fondation Kate Anderson. Et juste là, au premier plan, se trouvait le visage de Kate. Tête légèrement inclinée, yeux modestes, bras croisés comme si elle savait exactement comment poser pour la postérité. En dessous, des citations. Des mots tirés mot pour mot du résumé de sa thèse. Sans attribution, sans note de bas de page, sans mention de Phoenix Biotech. Elle resta immobile assez longtemps pour que quelqu'un la frôle et marmonne « Ça va ?» Ça n'allait pas, mais elle hocha la tête. La modératrice appela le nom suivant au micro, le sien. Elle passa devant cette bannière sans la toucher, sans se retourner. À l'intérieur, le panel était soigneusement disposé sur scène. Kate était absente, bien sûr. Elle ne prêtait que son visage, jamais sa présence, à moins qu'il n'y ait une pause pour la photo. Alors qu'elle s'approchait du pupitre, la salle se tut. Elle cliqua sur la télécommande. Diapositive 1, graphique de données, réponse hormonale cartographiée sur les trimestres. Diapositive 2, taux de réponse des patientes mal desservies dans les cliniques rurales. Diapositive 3, une photo. Ses mains berçant son ventre, un post-it sur le miroir qui disait ***, tu n'es pas invisible. Ils ne peuvent juste pas voir ce que tu construis encore. Elle prit une inspiration, puis elle parla. Je n'ai pas été invitée à ce panel, dit-elle d'une voix ferme, mais j'ai construit la science que vous financez. Pas avec une dynastie, pas avec une agence de relations publiques. Avec un corps que personne ne croyait capable de diriger et une voix qu'ils ont essayé de noyer dans la honte familiale. Personne ne bougea. Elle termina avec la dernière diapositive. Un fil de discussion par email horodaté montrant la première ébauche de sa thèse, des années avant la création de la fondation. Puis elle descendit de scène. Nathan la rejoignit au pied de la scène, téléphone à la main. Il avait enregistré. Déjà en ligne. Déjà légendé. ***, la bonne sœur l'a construit. ***, le hashtag prit comme un feu de brousse. Sa boîte de réception commença à se remplir avant même qu'elle n'atteigne le parking. Ils arrivèrent à la voiture juste au moment où le soleil plongeait bas. Ce genre d'or qui rend tout chaud, même quand on a l'estomac retourné.
Jusqu'à ce qu'elle voie le pare-brise. Peinture en aérosol rouge, astérisque traîtresse, mère indigne, honte à la famille astérisque elle resta là, pas stupéfaite, juste immobile. Nathan se précipita en avant, jurant à voix basse, mais elle se dirigea calmement du côté du conducteur. Là, sous l'essuie-glace, se trouvait une enveloppe avec son nom en parfaite écriture cursive. À l'intérieur, une mise en demeure l'accusant de diffamation, exigeant le retrait de tous les messages, la menaçant de poursuite. En bas, la signature de Kate. Le visage de Nathan devint rouge de fureur. « Tu veux que j'appelle la police ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier plus épais que le sien, plus lourd. À l'intérieur, des captures d'écran de fichiers de recherche horodatés, des fils de discussion par email avec des conseillers, des reçus de subventions, des déclarations d'assistants de laboratoire. Tous avec le nom de Kate faussement attaché à son travail. Elle ferma lentement le dossier, le glissant sous son bras. « Laisse-la essayer, dit-elle. Laisse-la frapper la première. » Elle se tourna vers Nathan et sourit, doucement mais vivement. « Parce que cette fois, c'est moi qui apporte le feu. » Le procès était déjà rédigé. Elle n'avait simplement pas encore appuyé sur envoyer. Jusqu'à maintenant. Et une fois qu'elle le fit, tout alla plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Le silence entre elle et sa famille devint des papiers juridiques. La douleur dans sa poitrine devint une preuve. Les nuits blanches se transformèrent en déposition. Elle arriva tôt au palais de justice de Phoenix ce matin-là. L'air était sec, le ciel clair d'une manière qui rendait tout plus net. Elle portait le blazer bleu marine que sa mère avait dit un jour la faisait paraître trop masculine pour une fille. Elle sourit en le boutonnant ce matin-là. Sa mère avait raison. Ce n'était pas féminin. C'était redoutable. À l'intérieur de la salle d'audience, les lumières bourdonnaient. Les bancs étaient remplis de silence. Nathan était assis 2 rangs derrière elle. Pas de cravate, juste sa présence. C'était suffisant. Son avocate, une femme nommée Renée qui avait la fureur calme de quelqu'un qui s'était frayé un chemin à travers des décennies de conseils d'administration, se pencha et dit, prête à laisser tous à respirer. Elle hocha la tête une fois. Puis la première bombe tomba. Votre honneur, commença Renée. Nous ne présentons pas seulement un vol de propriété intellectuelle. Nous avons le témoignage d'un ancien responsable des subventions du NIH confirmant que Kate Anderson a utilisé des recherches exclusives rédigées par Amy Anderson pour obtenir à la fois un financement fédéral et un statut d'organisation à but non lucratif. On pouvait sentir l'air quitter la pièce. La juge, une femme vive aux cheveux crépus et au regard encore plus vif, ne scia pas, poursuivait. Et juste à ce moment-là, les portes s'ouvrirent. Kate entra, vêtue d'une robe fourreau crème et de lunettes de soleil qui ne correspondaient pas aux lumières fluorescentes. Ses talons claquaient lentement, comme si elle était encore sur une scène. Quand ses yeux croisèrent ceux de Nathan assis derrière Amy, sa mâchoire se bloqua. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soutienne Amy. C'était son erreur. L'équipe juridique de Kate, tout en dents blanches et en politesse feinte, tenta son angle. C'est un tragique malentendu familial. Dit l'un d'eux. Chagrin, rivalité fraternelle, confusion sur les limites académiques. Amy se leva. La salle d'audience redevint silencieuse. Je voudrais soumettre des preuves supplémentaires, dit-elle. Sa voix ne trembla pas. Elle s'approcha du banc, sortit une petite clé USB de son sac à main et la tendit au greffier. Fichier audio, expliqua-t-elle. Conversation enregistrée à l'extérieur de mon ancienne chambre. Je n'avais aucune idée qu'elles étaient dites assez fort pour être capturées, mais c'était le cas. La juge haussa un sourcil. Et que contiennent ces enregistrements, mademoiselle Anderson? Ma mère, ma sœur, ma tante, toutes discutant de la manière de m'écarter parce que j'étais trop têtue pour être contrôlée. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle vit l'onde de choc traverser la pièce. Le malaise, le choc. Et dans un étrange et silencieux flash, son esprit la ramena en arrière. Une version plus jeune d'elle-même, assise en tailleur sur son lit d'enfant. Le son des rires provenant du couloir. Elle se souvint s'être figée, entendant sa mère dire « Elle n'est pas intelligente. Elle est juste difficile, comme son père. » Cette nuit-là, elle s'était recroquevillée dans la plus petite forme possible. Mais ici, dans cette pièce,
Elle se tenait droite. La juge prit une longue inspiration et fit un signe de tête au bailli. Nous allons suspendre la séance pour examiner les enregistrements soumis. En attendant, j'accorde une injonction temporaire. Mademoiselle Kate Anderson est interdite de représenter ou de bénéficier financièrement de tout matériel lié à Phoenix Biotech, ses filiales, ou toute œuvre dérivée liée à la recherche de 3e cycle de la plaignante. Voilà. Pas d'applaudissements. Pas de acclamation. Juste le silence. Ce qui, au tribunal, est aussi fort que la justice. Alors que la foule sortait, Kate chercha du regard quelqu'un, n'importe qui, pour sortir avec elle. Ses parents étaient assis de l'autre côté de la pièce. Son père regardait ses mains jointes. Sa mère fixait le vide. Ils ne bougèrent pas. Elle se tenait là, seule, dans une mer de chuchotements et de flashs d'appareils photo.